Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission économique, Le Monde de l'écho qui analyse, explique et décrypte l'actualité économique. L'actualité du moment est marquée par un paysage économique en pleine mutation. Cause principale, la pandémie Covid-19, la crise climatique et le conflit russo-ukrainien. Alors que de nombreuses régions, principalement l'Union européenne, comptaient sur le riche sous-sol de la Russie pour sécuriser leur approvisionnement en hydrocarbures, la guerre en Ukraine a rebattu les cartes et promet de remodeler durablement les relations entre les États, entraînant par là même de nouvelles dépendances et rivalités dans un jeu aux règles mondialisées. Alors, comment les différentes crises et les conflits impactent sur l'économie mondiale? Comment le conflit russo-ukrainien façonne une nouvelle géopolitique de l'énergie? C'est le thème de notre débat aujourd'hui, animé par nos spécialistes ici présents sur le plateau du Monde de l'écho. Hassan Qassimi, vous êtes spécialiste des questions géopolitiques. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Docteur Bardad Mendouche, vous êtes expert en énergie. Bonsoir et merci également d'être avec nous ce soir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Salah Slimani, notre confrère, journaliste spécialisé en économie. Bonsoir à vous. Bonsoir Nabila. Alors, chers invités, mesdames, messieurs, avant d'entamer le débat, je vous propose une mise en contexte avec Samar Hamadi. Voici son sujet. L'énergie a de tout temps rimé avec source de vie, puissance, mais aussi conflit. La course à l'indépendance énergétique est la quête de tout État souverain. Autrefois disponibles et abondantes, les énergies fossiles se raréfient de plus en plus, faisant ainsi planer le spectre de la récession. Plusieurs facteurs en sont à l'origine, notamment une exploitation effrénée et sans limite, mais aussi une crise climatique sans précédent qui a accéléré le recours à de nouvelles alternatives énergétiques non conventionnelles, à l'instar des énergies renouvelables. Des puissances mondiales mobilisent aujourd'hui des budgets conséquents pour entamer rapidement la transition énergétique. En témoigne le grand plan climat arraché par le président américain Joe Biden au Congrès. Un plan qui prévoit plus de 430 milliards de dollars d'investissement, dont 370 milliards, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. L'intérêt du recours à de nouvelles sources d'énergie renouvelable a été accentué par le conflit russo-ukrainien qui, au-delà d'avoir bouleversé le marché mondial de l'énergie, a révélé au grand jour la fragilité de certaines économies européennes dépendantes du gaz russe. L'Algérie, fournisseur historique de l'Europe, s'est vue convoitée par plusieurs pays pour renflouer leurs stocks gaziers. Voilà, donc c'était un sujet signé Samar Hamadi. Monsieur Qassimi, je commencerai avec vous. Donc vous le savez, le monde a connu depuis fin 2019 plusieurs rebondissements suite à la crise et la situation sanitaire. Donc le monde était pratiquement à l'arrêt, vous le savez. Ensuite, la crise climatique qui s'aggrave à des niveaux sans précédent. Mais également depuis une année, donc le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Quelles sont concrètement les répercussions de ces crises et conflits sur l'économie mondiale et le marché de l'énergie, monsieur Qassimi? Vous savez, les conséquences sur le plan économique de ce qui nous arrive dans le monde sont catastrophiques pour les économies, pour les États. Et croyez-moi que ce bouleversement sur le plan international, pratiquement aucun expert du monde, même les plus pointus, n'ont prévu ce qui allait nous arriver et n'ont prévu un peu ces nouvelles confrontations sur le plan géostratégique qui mettent en conflit les grandes puissances de ce monde et qui cherchent à tout prix à prendre le contrôle de nouveaux territoires, à prendre le contrôle des matières premières et surtout à prendre le contrôle des énergies. Et là, ce qui arrive principalement, si on peut un peu commencer par la crise de l'Ukraine, mais vous devez savoir que la crise économique, elle est antérieure à la crise de l'Ukraine. Bien avant la crise de l'Ukraine, bien avant le Covid, les économies sur le plan mondial étaient pratiquement en récession, elles étaient à bout de souffle et elles commençaient à reprendre difficilement, à se redresser difficilement. Donc, je peux dire que la crise du Covid qui a duré pendant 2 ans a mis à plat les économies, a déséquilibré la résilience des États et aussi à poser en grandeur nature toutes les problématiques en relation avec la sécurité énergétique sur le plan
mondiale. Et là, on pourrait peut-être tout à l'heure, si vous voulez bien, aborder tous ces aspects dans le détail. Tout à fait, M. Qassimi. Vous m'avez interpellé au sujet d'une question que je vais vous poser à vous, Dr Mendouche. Pouvons-nous dire justement que le conflit Russie-Ukraine a assombri les perspectives de relance ou de reprise économique post-Covid? Absolument. Pour comprendre l'impact de la guerre Russie-Ukraine sur essentiellement la problématique du gaz et la pénurie de gaz pour essentiellement l'Union européenne, il faut comprendre une crise énergétique sans précédent qui était imprévisible. Sans précédent et personne, aucun expert, comme l'a dit le camarade, ne pouvait prévoir ce qui allait se passer. Mais pour comprendre la problématique gaz, qui est le marché gazier est différent du marché pétrolier, jusqu'à 2005, le marché gazier était caractérisé par une régionalisation de 3 marchés, le marché américain, le marché asiatique et le marché européen. Et il y avait des prix, notamment sur le marché américain, qui étaient nettement plus bas que les prix qui se pratiquaient sur le marché européen ou marché asiatique, qui était à l'époque autour de 80 à 100 dollars le mégawattheure. Le gaz de schiste américain a commencé à bouleverser la donne de ce marché et il a commencé à être interconnectés, puisque les États-Unis, les compagnies américaines qui exploitaient et qui exploitent toujours le gaz de schiste américain, ont commencé à vendre leur gaz en Europe. Et donc ça a créé un marché interconnecté. Justement, la guerre Docteur Mendouche, justement parlant du secteur du gaz de schiste américain ou encore du gaz liquéfié qatari, par exemple, qui enregistre une croissance importante justement sur les marchés européens. Quid de cette dimension? Est-ce que c'est une alternative viable? Je vais en venir. La guerre, le conflit qui est appelé conflit aux guerres entre la Russie et l'Ukraine, quelles sont les raisons pour lesquelles cette guerre a eu un impact sur le gaz, sur le marché du gaz? Tout d'abord, l'Union européenne dépendait à 40% du gaz russe. La Russie étant le pays qui détient les plus grosses réserves de gaz au monde, suivi de l'Iran, suivi du Qatar, suivi des États-Unis et d'autres pays, l'Algérie étant dans la 11e position en matière de réserve. Donc, en 2019, par exemple, la Russie avait exporté à peu près 200 milliards de mètres cubes à l'Union européenne. Et l'Allemagne, qui est un pays qui, dans l'industrie florissante, dépendait à 55% du gaz russe. Compte tenu des restrictions imposées par la Russie sur ses clients et des sanctions de l'Union européenne sur la Russie, l'Union européenne a commencé à recevoir moins de gaz et à vouloir d'autres alternatives, notamment vis-à-vis d'autres clients, dont principalement le Qatar, la Norvège, l'Azerbaïdjan et l'Algérie. Le Qatar a des possibilités d'exportation, mais il n'a pas de gazoduc, contrairement par exemple à l'Algérie qui a un avantage comparatif qui est connecté à certain, qui est connecté par 3 gazoducs, dont le Medgaz, le Enrico Mattei qui va vers l'Italie et l'autre qui traverse à travers le Maroc, momentanément fermé, vers l'Espagne et le Portugal. Le gaz qatari est exporté en GNL, c'est-à-dire par méthanier. Et la capacité d'exportation de ce pays et d'autres pays qui ont cette possibilité dépend étroitement du nombre de méthaniers dont dispose ce pays. Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut avoir un méthanier de grande capacité. En moyenne, les méthaniers font, comme ceux que possède la Sonatrach, 80 000 mètres cubes à 120 000 mètres cubes, et le plus grand, c'est celui dont dispose le Qatar Gaz, qui est de 217 000 mètres cubes.
On va peut-être écouter Salah Slimani, vous avez peut-être un avis là-dessus. Oui, justement, Nabila, bon, ces crises, disons, répétitives, il y a aussi des chocs. On a vu déjà en 2014 avec la chute brutale aussi des prix, qui a aussi, disons, un peu incité des pays aussi à prendre des mesures. Mais aussi, je veux dire aussi avec la crise donc russo-ukrainienne, avec aussi la pandémie, on assiste actuellement aussi à un remodelage. Disons, il y a de nouvelles alliances qui ont apparu. Par exemple, si on cite aussi l'OPEC+, qui est actuellement rejoint par donc, la Russie, et elle a actuellement plus de poids et plus d'aplomb sur le marché. Elle est vraiment influente comme organisation. Et tout ça est né justement de cette crise. Et je pense aussi que ça va encore aller davantage. Et on va revoir aussi tout un remodelage de la scène énergétique mondiale et même la géopolitique. Monsieur Qasmi, docteur Mendouche a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a également interpellé, tout comme vous tout à l'heure. Le paquet de sanctions occidentales contre la Russie qui ont contraint ce grand producteur d'énergie à vendre son pétrole en roubles, je pense que vous le savez tous, et également l'Arabie Saoudite qui tout récemment a vendu son pétrole à la Chine en yuan. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui l'hégémonie du dollar, monnaie de référence mondiale indexée sur le pétrole, est-elle menacée aujourd'hui ? D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais préciser un élément important et fondamental. Lequel ? Donc, en Ukraine, il ne s'agit pas d'une guerre russo-ukrainienne. C'est une guerre entre l'OTAN, l'axe occidental et la Russie. Vous avez à peu près plus de 70 pays actuellement de l'Occident qui sont en train de faire la guerre à l'Ukraine, la guerre à la Russie. Donc nous sommes dans une forme un peu de troisième guerre mondiale, un peu conventionnelle, où on n'utilise pas pour le moment l'arme nucléaire, mais ça peut arriver à tout moment. Et là, je vous dirais que c'est une guerre qui a commencé depuis une trentaine d'années, depuis pratiquement juste après la chute de l'URSS, d'ailleurs je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1991, et c'est à ce moment-là, c'est à partir de 1991 que le rouleau compresseur de l'OTAN a commencé à s'étendre sur l'Europe de l'Est, et ce qui a permis aussi d'intégrer dans l'OTAN plus de 10 pays de l'Est, et le dernier verrou qui devait sauter, c'était l'Ukraine. Et vous devez savoir qu'en Ukraine, les grands enjeux et les grands défis sont des défis énergétiques. Vous devez savoir aussi que celui qui contrôle le pétrole et qui contrôle le gaz domine le monde. Ça, c'est incontestable. Et celui également qui contrôle les routes maritimes domine le monde. Donc, vous avez deux éléments fondamentaux. C'est le leadership mondial sur les énergies, le pétrole et le gaz, et le leadership mondial sur les routes maritimes. Actuellement, nous sommes dans une confrontation qui est inédite et qui peut éventuellement, à tout moment, déraper vers des scénarios qui sont apocalyptiques. Donc maintenant, vous savez qu'il y a actuellement un phénomène nouveau, historique. Nous sommes dans une transition historique très importante sur laquelle nous devons beaucoup mettre l'accent. C'est que nous sortons, avec la guerre d'Ukraine, nous sortons d'un monde unipolaire et nous nous dirigeons vers un monde multipolaire marqué par l'émergence et l'arrivée de nouvelles nations et qu'on peut éventuellement intégrer dans le cadre des BRIC. Vous savez que les 5 pays des BRIC possèdent l'équivalent du revenu et du PIB de l'Amérique. Donc c'est important, c'est un facteur économique très important. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les pays des BRIC sont en train actuellement de rivaliser avec les États-Unis qui n'a plus de leadership sur le plan mondial. Ce qui explique pourquoi les pays des BRIC ont la ferme intention de remettre en cause un ordre international qui a été construit et mis en place par la force, par la contrainte, par les nations occidentales, principalement par l'axe euro-atlantique, qui a imposé des normes sur le plan financier, le FMI, la Banque mondiale, Bretton Woods, et bien sûr d'autres mécanismes dans le cadre de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui permettent, tous ces mécanismes permettent à l'axe euro-atlantique de dominer le monde
Et principalement avec une éventuelle adhésion de l'Algérie au BRICS. Et là, attendez, avant d'arriver à l'adhésion de l'Algérie, on n'a pas encore adhéré au BRIC. Je dois vous dire une chose, ce qui est très importante, c'est que d'abord, sur le plan de la doctrine, l'Algérie est un pays non aligné. Et aussi, les BRICS, vous devez savoir, ce n'est pas une organisation qui arrive et qui s'inscrit dans le cadre de la confrontation entre les nations émergentes et l'axe euro-atlantique. C'est très très important. Et nous devons le souligner, que l'Algérie n'est pas un pays hostile, n'est pas un pays belliqueux, et il ne s'inscrit pas dans les confrontations actuellement militaires qui, la preuve, l'Algérie a refusé. Lorsqu'il y a eu le vote au sein des Nations Unies concernant la sanction à l'égard de la Russie, l'Algérie n'a pas voté et n'a pas voté sur ce dossier, ce qui permet de maintenir à l'Algérie sa neutralité, une neutralité bien sûr positive, qui ne veut pas dire que l'Algérie est indifférente à ce qui évolue tout autour de nous. Donc l'Algérie, elle est un pays qui a une doctrine des pays non alignés. Et dans le cadre des BRICS, et là on arrive à l'adhésion de l'Algérie au BRICS, dans le cadre des BRICS, vous devez savoir que c'est une nouvelle organisation internationale qui n'a pas encore pris forme. Et les BRICS, c'est encore un simple forum, ce n'est pas une organisation. Elle ne dispose pas d'une organisation supranationale, elle ne dispose pas d'un président, elle ne dispose pas d'un secrétaire général, elle ne dispose pas d'une assemblée, mais les prémices de l'évolution de cette organisation s'annonce très vite. Je pense que les BRICS vont bientôt se doter d'une organisation, comme ils sont en train de se doter d'une banque asiatique qui est très puissante, qui peut rivaliser aussi bien avec le FMI que la Banque mondiale. Il y a le marché euro-asiatique, c'est l'un des marchés les plus importants du monde. Et il y a aussi des monnaies nouvelles qui arrivent sur le marché de la finance internationale. C'est le rouble et le yuan qui sont en train de se transformer en monnaie d'échange sur le plan, dans le commerce. On ne risque pas de remplacer pour le moment le dollar, parce que le dollar a une emprise très forte sur le plan sur le marché international et du commerce. Juste un détail, monsieur Qassemi. Donc, justement, je rejoins ce que vous dites, mais aussi le BRICS, donc actuellement la volonté d'élargir le BRICS à plusieurs pays. Donc il y a quand même des pays qui ont émis donc solennellement le vœu d'adhérer, parce qu'il y a, comme j'ai dit, il y a un jeu d'alliance actuellement. Chacun cherche un parapluie, justement cherche une alliance forte, voilà, pour faire face un peu, parce que justement on y est dans un monde il y aura vraiment des confrontations. Donc là, le BRICS, c'est une alternative justement, vraiment donc multilatéral, et il y a même les critères d'adhérer au BRICS actuellement, j'ai l'impression comme ils ont, disons, allégé, c'est parce que là, avant, il faut avoir un certain PIB pour adhérer au BRICS, mais maintenant, par exemple, si nous prenons l'Algérie, de par son potentiel, donc énergétique, de par sa position, donc elle s'est imposée comme un candidat très puissant, qui a beaucoup de potentiel, et même il y a d'autres pays, et le but c'est justement d'arriver à une organisation voilà, très puissante, qui fera face à des puissances donc occidentales. Vous souhaitez rebondir là-dessus? Si je peux ajouter un peu quelque chose à ce que vous venez de dire, c'est que c'est le monde actuel qui est injuste et qui est inique, qui pousse un peu à l'émergence de cette nouvelle organisation qu'on peut appeler les BRICS. Parce que les BRICS ont une vocation, c'est de vouloir installer sur le plan international et dans les relations internationales des relations beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus justes. Et ce qu'on peut dire à ce sujet, c'est que les BRICS, ce n'est pas encore une organisation supranationale, mais elle est en train d'évoluer doucement pour devenir une organisation internationale au même titre que l'Union européenne. Et là, nous sommes dans une organisation économique et non pas dans une organisation géographique qui englobe un certain nombre de pays qui ont
sur le plan territorial, qui a une continuité territoriale. Mais l'organisation, les BRICS en tant qu'organisation est un projet qui va évoluer dans peu de temps vers une nouvelle forme d'organisation qui disposera de ses propres institutions et qui sera... J'ai peut-être une question, ou bien oui, juste bien une sûr. remarque, peut-être M. Mendouche va... Est-ce que le principe justement de le non-alignement donc adopté à la limite donc, par l'Algérie, par d'autres pays, est-ce que ce principe-là aussi avec le BRICS, donc là j'ai comme l'impression qu'on arrive à un moment où il faut choisir son camp. Donc, est-ce que ce principe aussi n'est pas, disons, altérable ou bien n'est pas, on peut le remettre aussi en cause? Je vais répondre à votre question, si vous le permettez, que le non-alignement est une doctrine politique qui a été affichée dans la fameuse réunion de Bandung en 1955 ou en 1956, où on a commencé, où l'idée n'était pas encore née de manière bien précise, mais l'idée du non-alignement, à l'époque, déjà en 1956, a été lancée par les jeunes nations post-indépendance, qui ont essayé de remettre en cause un ordre international qui a été construit par les empires coloniaux. Et là, les BRICS est un forum économique, ce n'est pas encore une organisation, ce n'est pas une organisation politique, c'est un forum économique, on fait des affaires, on fait du commerce, où on a un marché commun. Et ça, je pense que c'est très important pour la simple raison que le PIB des BRICS, des 5 pays des BRICS, représente l'équivalent du revenu des États-Unis, ce qui constitue aussi une forte concurrence au leadership mondial actuel sur le plan économique et commercial. Moi, j'aimerais ajouter une petite précision, peut-être vous faire réagir, Monsieur Mendouche. On parle d'un nouveau système monétaire, hein, on parle du BRICS toujours, et en sachant que ceci sera justement abordé au prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud l'été prochain. Donc, est-ce que nous assistons réellement à la naissance d'un nouvel ordre économique mondial? Absolument. Je rejoins ce qu'a dit M. Kassimi. Concernant le BRICS, pour le moment c'est un regroupement d'intérêts beaucoup plus économiques. Et si l'Algérie a émis le vœu d'y adhérer, ce n'est pas sur le critère de son PIB, mais c'est un autre critère de sa position géostratégique, de ses ressources. Il y a aussi l'Arabie Saoudite qui a émis aussi le vœu d'y adhérer. Concernant la monnaie, traditionnellement et historiquement, on sait très bien que le dollar étant la monnaie d'échange pour les produits énergétiques, pétrole, gaz et carburant de manière générale. Ces dernières années, on assiste à l'émergence ou le vœu de la Chine de vouloir imposer sa monnaie. La Russie, à la suite du conflit, a imposé le rouble comme moyen de paiement pour les pays qui voudraient continuer à acheter son pétrole et son gaz. On sait que l'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne... Est-ce que l'Union européenne ne l'achèterait pas de manière détournée par l'Inde? Très sincèrement, l'Union européenne, jusqu'à ce jour, elle achète de manière détournée et cachée du pétrole, du gaz, via l'Inde, par exemple, via un groupe indépendant russe. C'est pour cette raison qu'en 2022, tous les pays de l'Union européenne ont pu remplir le stock de gaz à 100%. Et c'est pour cette raison que le prix du mégawattheure en 2022 a fait des pics jusqu'à 300 à 320 $. Le million de BTU, alors que maintenant, en janvier, par exemple, fin janvier, il a rechuté autour de 600 $, ce qui est quand même un très bon prix, comparativement à avant pandémie, où c'était entre 250 et 300 $ le million de BTU. L'autre raison qui fait que l'Union européenne a complètement changé de vision concernant principalement le gaz, c'est que la stratégie de changement chez eux pour les énergies renouvelables n'a pas donné les objectifs ou n'a pas atteint les objectifs fixés, notamment par exemple pour les énergies éoliennes, où ils ont enregistré ces 2 dernières années une insuffisance de vent, principalement en France, où il y a eu un manque
d'énergie produite par l'éolien. Et aussi, ils ont eu des EPR, les centrales nucléaires qui sont tombées en panne, 5 ou 6, donc moins d'énergie électrique, ce qui fait que le gaz devient une source d'énergie très convoitée. C'est le fait aussi que la dernière conférence sur l'environnement à Sharm el-Sheikh, sous la poussée d'un certain nombre de pays, principalement la France, ils ont fait en sorte que le gaz devient classé comme source verte en même temps que l'énergie nucléaire, donc non polluante, très peu polluante pour le moment. Donc moi, si vous permettez, cette conséquence, qu'est-ce que ça apporte à nous, à l'Algérie, notamment à la Sonatrach? L'Algérie, elle occupe une place stratégique en matière de fournisseur pour l'Europe. C'est un acteur important. C'est un acteur très important. C'est un acteur qui a été classé par tous les clients gaziers et toutes les compagnies d'assurance en matière de pétrole et de gaz comme étant un fournisseur fiable, un fournisseur sûr. Comment on classe ça? C'est-à-dire, vous avez un contrat, vous fournissez les quantités prévues dans le contrat, selon le temps et selon les termes qui ont été fixés dans le contrat. Ce n'est pas le cas d'autres pays que je ne vais pas citer. Et donc là, ça vous fait grimper votre note en matière de fournisseur sur lequel on peut compter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on assiste, après l'année 2022, l'année 2023, le retour d'un certain nombre de compagnies, dont Chevron, par exemple, qui n'est pas venu en Algérie. C'est la deuxième compagnie privée dans le monde. Elle est américaine. Cette semaine, donc la presse en a parlé, les organes spécialisés gaziers et pétroliers en ont parlé aussi dans le Wall Street Journal. Ils sont en train de négocier avec la Sonatrach pour investir dans l'exploration, le développement de gisements du conventionnel et du non conventionnel. Quand on parle de non conventionnel, c'est le pétrole et gaz de schiste où l'Algérie dispose de 22 000 milliards de mètres cubes en place, qui malheureusement pour le moment n'est pas rentré en production. Et ça fait ça classe l'Algérie comme étant un pays très attractif en matière d'énergie. Justement, Salah Slimani, j'aimerais votre avis sur la position de l'Algérie actuellement, qui se positionne clairement comme étant un acteur principal. Voilà, et c'est un acteur sur tous les tableaux, hein, donc les énergies fossiles, donc le gaz et le pétrole, mais aussi les énergies renouvelables. Donc, si vous prenez, il y a un constat que j'aimerais faire, c'est que cette crise-là, qu'est-ce qu'elle a révélé? Elle a révélé que donc, cette fameuse transition énergétique, le renouvelable, n'a pas été aussi développée dans les pays occidentaux comme on l'avait annoncé. Il y avait des pourcentages qui étaient annoncés de 30-40%, alors que maintenant, on constate qu'il y a un retour vers des énergies fossiles, le charbon. Donc là, c'est que dans la marge, et là où l'Algérie aussi peut être vraiment un acteur incontournable, même dans le renouvelable. Donc il suffit d'attirer le capital, il suffit d'attirer. Il y a vraiment actuellement, même de par c'est facile de convaincre même les investisseurs de venir. Il y a un besoin énorme, donc que ce soit pour le gaz ou le potentiel donc de l'Algérie, y compris pour le fossile, donc le schiste aussi. Donc c'est vraiment énorme comme réserve. Et donc le potentiel renouvelable, éolien et solaire. Donc il y a des pays actuellement qui ont affiché leur intérêt justement pour venir. Et donc l'Algérie, même elle a changé aussi de point de vue de loi. Il y a des textes incitatifs qui puissent donc voilà la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Tout ça participe donc d'une volonté justement d'ailleurs ce qui a été mis sur la table, c'est justement ça. Venez investissez. Donc vous pouvez produire et avoir du gaz. Actuellement, c'est la chasse donc à la goutte de gaz. Là où il y a du gaz, donc on se rue donc vers les fournisseurs. Et l'Algérie restera donc un acteur principal et majeur. J'aimerais avoir votre avis, M. Qassimi, justement sur l'Algérie. Je voudrais compléter un peu ce qui a été dit par mes camarades. C'est qu'il y a ce que nous constatons, et quand on voit un peu les chiffres qui ont été annoncés dernièrement par les autorités publiques, il y a un retour d'investissement étranger en Algérie très important. Et là, on doit expliquer pourquoi.
il y a deux facteurs principaux. Le premier facteur, c'est le nouveau cadre juridique qui a été mis en place, qui est très attractif, moins bureaucratique et qui accorde beaucoup de privilèges aux opérateurs et aux investisseurs étrangers. Vous devez savoir que l'Algérie, avant 2019, ne captait pas beaucoup d'investissements étrangers. On captait l'équivalent, un montant assez insignifiant de 3,5 milliards de dollars, alors que les Égyptiens avaient à peu près l'équivalent de 20 milliards de dollars. Bien d'autres pays qui ont plus que nous, en Afrique. Donc l'Algérie était pratiquement un pays, un marché qui était fermé, mais avec bien sûr deux éléments fondamentaux qui ont permis un peu à l'Algérie de revenir sur la scène internationale et en matière d'investissement. Le premier facteur, je vous l'ai expliqué, c'est le nouveau cadre législatif qui a un peu décloisonné, qui a un peu débureaucratisé et qui a rendu un peu nos territoires beaucoup plus attractifs sur le plan de l'investissement. Le deuxième facteur, c'est un facteur très important. C'est celui de la sécurité. L'Algérie a retrouvé sa sécurité, sa stabilité, et ça, toutes les institutions internationales le confirment. La Banque mondiale, le FMI, et même beaucoup de centres d'études et de think tanks américains le disent, et ils le font ressortir dans le rapport pour dire que l'Algérie a retrouvé sa sécurité, a retrouvé sa stabilité. Et vous devez savoir aussi que dernièrement, il y a eu le gouvernement américain avait invité les Américains à aller visiter le sud de l'Algérie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la sécurité est revenue au sud de l'Algérie, et malheureusement ce n'est pas le cas pour certains pays, comme celui de l'Hexagone, qui continue toujours à classer l'Algérie comme un pays peu sûr. Exactement. Et là, au sujet de ce classement, croyez-moi qu'il y a beaucoup de manipulations et il y a beaucoup d'instrumentalisation devant nuire principalement aux intérêts de l'Algérie. Et là, l'Algérie est en train d'avancer, en train d'évoluer. Et ce qui arrive un peu en Ukraine, je vais vous dire une chose. C'est des pronostics qui sont très sombres, pour la simple raison que l'Europe ne pourra pas tenir encore une année de guerre en Ukraine. Pour la simple raison que les conséquences économiques et financières collatérales sont désastreuses. Et là, je vais peut-être provoquer un peu le sourire. Et je vais vous dire qu'il y a certains pays en Europe même qui risquent de s'effondrer, y compris celui de la France. Et là, croyez-moi que l'Algérie est en train de se préparer activement pour éviter que le chaos et le désordre en France ne puissent s'étendre à l'Algérie. La France qui et là, croyez-moi que ceux qui ont prévu que l'Algérie allait s'effondrer de manière imminente, que ces gens-là n'ont aucune lisibilité sur le plan économique. Laissez-moi terminer, non plus une lisibilité sur le plan économique, pour la simple raison que pratiquement les indicateurs sont au vert en Algérie et qu'il y a une reprise économique importante, il y a une croissance de plus de 4%, alors que dans beaucoup de pays en Europe, elle ne dépasse pas les 1%, elle est moins de 1%. Et le reste, c'est que l'Algérie n'est pas un pays endetté. L'Algérie dispose d'un fonds de réserve de plus de 60 milliards de dollars. Il y a juste un bémol, M. Qassemi. Oui. Peut-être, c'est vrai que... C'est un débat. Oui, ce que vous dites, c'est vrai. Moi, en tant qu'observateur, peut-être M. Mendouch aussi va donner plus de détails, c'est vrai qu'on manque un peu actuellement, disons, d'agressivité par rapport à l'attraction de l'investissement. Il y a aussi des retards un peu, par exemple, pour le renouvelable. Il y a quand même, ça remonte quand même plus à une dizaine d'années où donc ces projets de renouvelables on doit passer à l'acte rapidement et le retard ne dessert. Il y a une conjoncture favorable qui, à mon sens, on n'est pas en train de tirer profit, disons, parce que c'est vraiment profit. Donc c'est une conjoncture qui peut-être qui ne va pas se répéter. Actuellement, il y a un attrait pour l'Algérie, mais il est intéressant justement d'être, voilà, pour reprendre un peu le mot, d'être un peu très agressif, voilà, dans l'attraction de l'investissement. Pour l'attractivité dans le domaine de l'énergie, il y a certains groupes, dans le groupe ENI italien, qui ont compris avant les autres, je dirais avant Total, pour le nommer,
qui ont préféré ne pas revenir investir avec la Sonatrach dans le domaine de l'exploration et de développement de puits. Et on sait que récemment, le groupe Eni a signé. Il y a un approfondissement. Il a un approfondissement, il a signé des contrats, la Sonatrach a signé aussi un contrat pour augmenter le volume de 4 milliards. On parle d'hydrogène également. Absolument, j'allais en venir. Oui. Pour les 4 milliards de mètres cubes supplémentaires et un contrat pour aussi le développement de l'hydrogène où la Sonatrach et le groupe Eni ont déjà entamé ce processus. Il faut savoir que l'hydrogène, par exemple pour le groupe Eni, ce qui les intéresse et l'Italie de manière générale, c'est qu'on peut l'exporter, c'est un gaz, on peut l'exporter à travers le gazoduc existant. Donc il n'y a pas d'investissement supplémentaire en matière d'infrastructure de transport. Sur l'énergie renouvelable, je rejoins notre ami Salah, effectivement, il y a un retard. Mais le renouvelable, notamment le solaire et le solaire thermique, pas uniquement le photovoltaïque, ça demande beaucoup d'argent pour l'investir. Capitalistique, oui. Absolument. Maintenant, il y a un nouveau code d'investissement qui donne beaucoup plus de facilité. Oui. Et l'investissement étranger, IDE, dans ce domaine, ce n'est pas du jour au lendemain qui va venir. Donc, ça demande un certain temps. Et je pense qu'en 2023, il va y avoir beaucoup de groupes qui vont être intéressés pour venir investir dans ce domaine. Vous souhaitez intervenir. En matière d'analyse et d'approche, nous rejoignons pratiquement sur la démarche et sur les objectifs. Mais là, vous avez entièrement des raisons de dire que parfois, il y a souvent des retards. Et je vais vous dire que le retard est mortel sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan commercial. Il y a des réticences, nous devons nous le dire, nous devons le souligner et nous devons le rappeler aussi souvent que cela est possible, qu'il y a des réticences au changement. Que bien sûr, l'argent de l'informel, il y a des lobbies qui sont inscrits dans tous ces circuits et qui ne voudraient pas aller vers la modernisation, qui ne voudraient pas aller vers la numérisation. Et vous devez savoir aussi que lors du discours d'investiture du président de la République, il avait demandé à ce qu'on lui apporte une aide et à ce qu'on dise quand il y a des insuffisances, quand il y a des dysfonctionnements, il faut absolument porter une aide au président de la République pour un peu dénoncer tout ce qui ne va pas dans notre pays. Bien sûr, c'est des propositions qui sont constructives et nous connaissons nos fragilités. Et nos fragilités, c'est des problématiques organisationnelles et structurelles que nous devons absolument revoir. Et je prendrai le cas, par exemple, de la loi sur l'investissement. Ce n'est pas encore tout à fait à 100% au point pour la simple raison qu'il faut mettre un peu en place tout l'édifice, mettre en place le guichet unique, faire des évaluations et un peu affiner nos dispositifs pour que le commerce ou l'investissement dans notre pays soit attractif et concurrentiel avec d'autres pays. Juste pour continuer, M. Qassemi, aussi, justement, ce virage de transition énergétique, on ne doit pas et on le rater. Donc vraiment, pour nous, ça y va. Parce qu'on a tous les atouts et le potentiel qui va avec. Donc ça veut dire que toutes les études qui ont été faites ont donné de l'Algérie comme... Il y a même des études allemandes où dernièrement, ils ont schématisé. Il y a des capacités qu'on peut alimenter le monde à partir de l'Algérie. C'est une pile électrique. Donc là, c'est la chasse au capital. Donc on doit pas, c'est pas le budget public, enfin le trésor public on doit attirer donc des financements. On doit combiner, faire justement des montages financiers pour attirer des investisseurs qui sont dans le besoin actuellement. C'est facile à les convaincre et on doit faire jouer donc la diplomatie, tout ça justement pour aller vite. Et on a cité dans le VTR donc le plan Biden qui est 370 milliards pour le renouvelable d'ici 2030. C'est énorme. Ça veut dire et aussi donc la capacité des Américains quand ils décident. Donc on pourrait se retrouver en 2030 avec donc tout le parc automobile électrique,
donc le pétrole, on se pose la question, on va faire quoi avec le pétrole? Donc c'est vraiment, ça devient une... Pour le gaz, heureusement d'ailleurs, nous sommes un pays gazier, on voit pas, il faut le souligner, nous ne sommes pas un pays pétrolier. Donc le gaz restera une énergie de transition jusqu'à 2050, je pense, mais le renouvelable, on doit s'appuyer et on doit activer pour justement passer à l'acte et produire. Monsieur Qassimi, dans le même sillage. Terminer un point. Dites-moi, oui. Vous savez que le mal de l'Algérie, c'est qu'il y a eu des interférences étrangères pendant plusieurs décennies qui ont empêché l'Algérie de réaliser ces projets stratégiques devant permettre à notre pays de sortir de la gestion de la rente qui a fait un peu immobiliser pendant des décennies le pays. Donc, il y a eu notamment l'avortement de projet GNL du temps de Chadi, on a pendant des décennies, on a bloqué la réalisation de méga projets, de projets stratégiques qui auraient pu, comme celui de l'énergie renouvelable, ou d'autres devant faire de l'Algérie un grand pays pétrochimique. Je ne suis pas un spécialiste de la pétrochimie, mais on a raté un peu le coche sur ce créneau. On aurait pu. Il y a eu une volonté de vouloir casser le secteur de la pétrochimie en Algérie pour un peu éviter que l'Algérie devienne un pays fort, un pays influent au niveau de la Méditerranée et en Europe. C'est toujours le même sujet. Sur le même sujet principal. Moi, je voulais vous faire réagir, Monsieur Menzouch. Je voulais préciser que d'ailleurs hier le président Biden, lors de, je pense, 150e anniversaire, quelque chose comme ça, du Congrès, il a fait un discours, il a redit pour le chiffre que 370 milliards pour l'investissement. Il a redit quelque chose, il a insisté sur quelque chose qui est une réalité, à savoir que le gaz, ça demeurera une source d'énergie et une matière première. Il faut savoir que l'industrie pétrochimique a besoin du gaz. Et donc, on a besoin de gaz pendant un siècle. C'est lui qui l'a dit. Il a répété hier. Je voudrais aussi dire que Eni et Sonatrach, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le solaire thermique, il y a des projets qui sont en cours depuis plus d'une année. Toutes les installations au sud de Sonatrach, y compris les bases logistiques et les bases de vie, vont être converties à l'énergie solaire et l'énergie électrique qui alimente de grandes quantités ces installations va être reversée au réseau. Et on sait que pour produire de l'énergie électrique, les centrales de Sonelgaz fonctionnent au gaz. Et donc, cette quantité de gaz qui va être économisée va être injectée dans l'exportation. Deuxièmement, il y a certains qui disent comment la Sonatrach va faire pour augmenter ses exportations à l'Italie, à l'Uni. En fait, récemment, si vous avez suivi, le PDG de Sonatrach est parti à Tougourt. Il y a aussi le champ de Timimoun qui est rentré en production pour 10 millions de mètres cubes par jour. Il y a un autre champ à Limerck qui est avec le groupe Uni qui est rentré en production. Et il y a d'autres champs du côté de Touat qui vont rentrer, c'est du côté d'Adrar, qui vont rentrer aussi en production et qui vont être raccordés à des centres de production de gaz. Et tout ça va donner une quantité supplémentaire de gaz qui est estimée d'ici à 2026 à presque 50 à 60 milliards de mètres cubes supplémentaires. En matière de pétrole, d'ici à 2026, il va y avoir autour de 100 000 barils jour supplémentaires, ce qui constitue le quart de la production de Hassim Saoud actuelle, ce qui n'est pas rien. Mais juste pour... Moi, en vous écoutant tous les trois, j'ai une question qui me vient à l'esprit tout simplement. Est-ce que l'économie verte est la solution au stress énergétique finalement ? Juste pour dire justement... En un mot. Oui, bien sûr. On n'a plus trop le temps. Voilà, donc c'est clair, c'est clair. Donc il y a un basculement, on le voit, il y a une accélération. Et d'ailleurs, il y a un tel engouement vers les énergies renouvelables que les prix maintenant, avant le Covid, le prix des photovoltaïques, des panneaux était vraiment très bon marché. Mais actuellement, il y a un surenchèrement
des panneaux photovoltaïques. Ça devient maintenant cher parce qu'il y a un intérêt. Donc, il y a un intérêt et ça va... Heureusement aussi que le prix du baril il a augmenté. Sinon, on ne pourra jamais investir aussi avec ces prix d'actuels. Donc là, il est temps d'agir et de ne pas attendre. Et il faut passer à l'acte. On a un projet de 1000 mégawatts. Donc l'appel d'offres est lancé. Il y a tout qui a été. Donc qu'est-ce qu'on attend donc justement pour sélectionner et aller travailler. Donc Monsieur Qassimi, même question. L'Europe également enregistre un retard sur le plan de transition énergétique. D'abord, avant de parler de la transition énergétique, je voudrais parler aussi d'une chose très importante qu'on a souvent l'habitude de négliger. Vous savez qu'en matière d'exploration, nous n'avons exploré que pas plus de 20% du territoire national. C'est très très important. Et je dois vous dire aussi autre chose, qu'il y a des réserves en offshore très importantes sur la mer orientale et occidentale et au centre. Il y a des réserves très très importantes qui n'ont pas encore été exploitées et sur lesquelles il y aura certainement des surprises très importantes. Maintenant, un deuxième point, c'est qu'on a souvent l'habitude de présenter l'Algérie comme un pays énergétique. L'Algérie n'est pas uniquement un pays énergétique, l'Algérie est aussi un pays minier. Je vais vous dire une chose, j'ai été président d'un comité interministériel qui a travaillé pendant une année sur les pierres rares en Algérie. J'ai eu l'occasion de travailler avec d'imminents géophysiciens algériens de l'université de Bab Zouar et qui m'ont appris, et d'ailleurs j'ai été surpris, que l'Algérie disposait de l'équivalent de 25% des terres rares sur le plan mondial. Vous savez que 25% des terres rares sur le plan mondial, ça veut dire que l'Algérie dort sur des trillions de dollars. Donc, et là, je voudrais encore revenir sur cette idée, c'est d'avoir un peu négligé le secteur minier, d'avoir un peu construit une grande société comme Sonatrach, et on aurait pu construire une société des mines minières comme Sonatrach, aussi grande que Sonatrach. Oui, mais pas aussi grande que Sonarem, mais pas aussi grande que Sonatrach, pour exploiter, revaloriser, transformer et commercialiser, parce que là, il n'est pas question de vendre nos matières rares, nos matières rares à l'état brut. Ça, il faut absolument l'interdire. Je vais vous donner une chose. Pour le phosphate, vous devez savoir que le phosphate contient de l'uranium. Alors, le vendre à l'état brut, c'est criminel. Donc, le méga projet de l'Algérie d'exploiter le phosphate avec les 3 ou 4 usines à Tébessa, Annaba et Skikda, c'est de la production, c'est de la mise en valeur, la production et bien sûr la transformation et la dernière phase, c'est la commercialisation. Donc on va mettre en valeur ce qu'il avait dit en matière d'offshore, sur les possibilités. Donc il y a 2 forages qui sont prévus par la Sonatrach. Malheureusement, il y a eu la pandémie, il y a eu un retard. Il y a un au large de Mostaganem et il y a un autre au large de Annaba. Et parallèlement, donc les études qui ont été faites, notamment les études géologiques, on sait que l'Égypte a découvert un grand champ de gaz, le champ Zohr. Et donc, les études qui ont été faites par les géologues de Sonatrach, par analogie, il est fort possible de... Il est l'équivalent au plus important. Équivalent au plus important. Mais je voulais dire juste un détail. Allez-y. Non, c'est bien de dire que c'est vrai que nous sommes un pays minier, c'est clair. Nous avons aussi mais le problème, il est où? Le problème, c'est que nous ne faisons rien de notre matière première. On l'exporte en termes en brut. Donc la transformation, c'est notre un peu talon d'Achille. Il faut la transformer, l'intégration. Il faut rendre il faut garder ces ressources-là, les travailler donc en Algérie. Donc maintenant, il ne faut pas on reste comme un puits de pétrole ou un puits de gaz. Donc là, on doit vraiment passer à autre chose. Donc la pétrochimie, donc tout ce qui est minier, on doit créer. C'est ça, c'est s'appuyer justement sur le potentiel. Donc le génie algérien, il existe, même si certaines. Oui, développer le segment de la pétrochimie. Il y a justement et développer de l'intégration donc localement. Et si par exemple pour le solaire, si on importe tout, on ne fait pas ici des usines de panneaux, on ne fait pas de la technologie, donc ça revient au même. Donc c'est vraiment, on restera toujours
donc voilà, un puits pour le solaire aussi. Salah Slimani, on est pris par le temps malheureusement. Vous voulez rebondir sur ce qu'il vient de dire, mais très rapidement, oui, parce que j'aurais une dernière question. Je voulais dire une chose, c'est que l'Algérie est un pays qui a beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, et un territoire qui n'a pas été totalement exploré. Donc ça veut dire que nous avons encore beaucoup plus d'énergie, mais il faudrait absolument souligner que si nous devons exploiter nos matières premières, nous devons les transformer. Nous devons absolument pour apporter une plus-value et pour les mettre sur le marché international, et ça va rapporter un gain très important à l'Algérie. Donc voilà, en gros, il faudrait absolument, vous avez posé tout à l'heure des problématiques de gouvernance qui sont très très importantes, et il y a dernièrement, il y a de cela une semaine, une réunion par visioconférence de notre ministre des Affaires étrangères sur un peu le mécanisme qui a été mis en place au sein de l'Union africaine d'auto-évaluation par les pairs de la gouvernance en Afrique. Donc la 36e session de l'Union africaine qui doit se tenir en fait le 18 et le 19 février, examinera parmi les points qui sont inscrits à l'ordre du jour, examinera un état des lieux et une évaluation de la gouvernance en Afrique. L'Algérie a fait des propositions qui sont très très importantes, à savoir la nécessité d'inscrire l'action des pouvoirs publics dans le cadre des principes de la charte de l'Union africaine, dans le cadre de la charte de la démocratie, dans le cadre des grands principes relatifs à l'organisation républicaine institutionnelle relatifs à l'organisation des élections, et aussi du programme, bien sûr, de l'Union africaine en matière de développement durable à l'horizon 2050, le programme de développement durable des Nations Unies, des ODD, des principes ODD à l'horizon 2030. Donc ce sont l'ensemble de ces programmes qui sont mis en œuvre d'ailleurs par l'Algérie, et en l'espace de 3 ans, croyez-moi, que l'Algérie a réalisé beaucoup de choses. Merci beaucoup, M. Qassimi, sur cette note positive. Je vais vous donner la parole à vous, Dr Mendouche, pour clore ce débat. Doit-on s'attendre à une crise économique, je vais être un petit peu plus négative, je suis désolée, mais réaliste par la même occasion, à une crise économique majeure en vue et du conflit russo-ukrainien, comme on le disait tout à l'heure, qui prend en intensité et qui menace le système économique mondial? Moi, je vous réponds par les chiffres qu'ont donné le FMI et la Banque mondiale. Dans un premier temps, il y a 3 mois, ils ont donné une récession dans certains pays européens, dont notamment la France, et un chiffre de 1,3 de taux de croissance moyen dans le monde. Récemment, il y a une semaine, la Banque mondiale et le FMI ont révisé à la hausse, optimisme, à 1,7. À 2,7, pardon, le taux de croissance mondiale. Il faut savoir que la croissance mondiale, principalement, elle est tirée par la Chine et l'Inde. Ce sont 2 pays qui tirent la croissance mondiale. Bien sûr, les États-Unis, avec le chiffre qu'a donné notre ami Salah pour l'investissement dans les grandes infrastructures. Certains pays européens demeurent en récession sur l'année 2023, et je dirais aussi, je terminerai par ça, que sur 2023, certains pays européens vont avoir beaucoup de difficultés pour le gaz. Merci beaucoup, Dr Barded Mendouche. Je rappelle que vous êtes expert en énergie. Merci beaucoup pour vos interventions. Salah Slimani, je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé en économie. Merci beaucoup. Monsieur Sahassen Qassimi, vous êtes spécialiste des questions géopolitiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir prêté attention. Très belle suite des programmes sur Al-Iqtisad Diyal Oula, et bonne soirée à tous.